Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle de chefs-d'œuvre du cinéma, de la bande dessinée. On n'en parle plus trop en ce moment parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas, comme chaque fin d'année, depuis 5 ans, c'est la 5e année que je fais ça, on fait les tops et les flops de mes films préférés que j'ai vus au cinéma cette année, même si j'en ai pas vu beaucoup au cinéma, cette année en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop le principe de flop parce qu'ils trouvent que ça sert juste à casser du sucre sur le dos des films. Moi c'est pas du tout mon accroche. Déjà 10 films c'est totalement arbitraire, mais c'est un truc qu'on s'impose chaque année, on garde ce même choix arbitraire et des fois ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements parce que j'ai pas vu beaucoup de films cette année. Donc le fait d'avoir moins de films, ça peut influencer sur le fait qu'il y ait sûrement des films que vous avez jugés très corrects dans mon flop, mais c'est juste voilà, c'est des films qui m'ont pas plu et donc par rapport à ces 10 films que je choisis, je dois m'imposer des fois certains choix. Ça me permet déjà aussi de vous montrer un petit peu ce que moi j'aime pas, donc évidemment on va déconner, voilà, on va y aller, on va rentrer dans l'art un petit peu parce qu'il y a 2-3 films qui méritent de se faire tabasser. Mais le but c'est pas de chier sur le cinéma, moi j'aime le cinéma et puis voilà, c'est des films, ça pousse à des débats, ça fait vivre tout ça. Voilà, c'est aussi intéressant d'aller voir des mauvais films et puis ça vous permet aussi un petit peu de vous rendre compte voilà, de ce que moi j'aime pas, de ce qui m'a dérangé dans tel ou tel film. Mon flop film 2020 les amis. Vous pouvez commencer déjà à pleurer dans les chaumières. Évidemment, le numéro 1 sera le film que j'ai le plus détesté cette année, vous avez compris le principe. Numéro 10, c'est le film Underwater. Underwater, c'est vraiment le film qui avait tout pour me séduire. C'est un film qui se passe dans les abysses, dans une base sous-marine. Moi, c'est un délire, mais que j'adore, mais totalement. Je suis archi fan de cette ambiance ultra pesante que tu peux avoir, la menace des profondeurs. C'est vraiment comme l'espace en fait. T'as ce truc là où t'es totalement isolé, sauf que la mer a ce truc là de terrifiant, que c'est vraiment un espace gigantesque, obscur, duquel tu ne sais pas ce qui peut surgir. Donc voilà, je suis totalement client. Les films Abyss, Sphère, c'est totalement mon délire. Enfin voilà, un de mes rêves c'est pouvoir faire un film qui se passe dans une base sous-marine. Voilà. Et donc ce film avec Kristen Stewart, notamment Vincent Cassel, il y a Vincent Cassel, ça commence très bien. La scène d'intro, elle est énormissime. C'est Kristen Stewart qui est dans cette base sous-marine, tout le monde dort, elle est en train de se brosser les dents. Et d'un coup elle voit un filet d'eau qui coule du plafond. Et d'un coup tout le couloir à côté d'elle explose. Elle se met à courir et t'as une espèce d'énorme vague, elle se casse la gueule. Elle tape sur les alarmes, elle essaie de réveiller tout le monde, elle se jette dans l'ascenseur. L'ascenseur est bloqué, il y a tout le monde qui se fait emporter par la vague, ils arrivent à fermer l'ascenseur au dernier moment, c'est ultra stressant, ultra stylé, ultra bien fait. Ça te met direct dedans, t'as pas d'explication, enfin vraiment un coup d'adrénaline dès le début quoi. Trop bien. Et le film ne cesse de présenter des choses qui moi pourraient m'intéresser, genre il y a un peu de Lovecraft, il y a même beaucoup de Lovecraft parce que t'as des espèces voilà, bon, je vais pas vous spoiler mais t'as des créatures, tout ça, voilà. Mais il y a du Lovecraft, il y a des gros clins d'œil à Lovecraft. Pour ceux qui ont vu la fin, vous m'avez compris. Le truc c'est que tout ce que j'attends dans ce film, je ne retrouve pas et le film ne se prend pas au sérieux. Le film assume son côté un peu série B médiocre, voilà, c'est un film que personne va regarder. Bah non les gars, vous avez un sujet passionnant. Et du coup les dialogues mais sont totalement insupportables. C'est vraiment nanardesque quoi en fait. Ce film a un vrai côté nanardesque qui est totalement malvenu parce que il y a du budget, les combinaisons sont stylées, les FX font le taf, il y a des moments de tension et tout ça. Mais vraiment les dialogues c'est vraiment pas possible quoi, les personnages sont totalement insupportables. Ça m'a sorti du truc. Je trouve que le film échoue aussi à faire peur. Alors que vraiment t'as des moments, à un moment ils marchent sur le fond sous-marin, dans leur scaphandre entouré d'eau. Et ils ont pour seul ciel l'obscurité totale de la mer quoi. Et ces scènes là qui pourraient être plein de tension, tu sais pas ce qui rôde autour d'eux, ça marche pas quoi. Ça fait pas peur, c'est un peu ridicule. Ouais c'est con, moi je pense ça aurait pu être un grand film et c'est un film qui se donne pas l'ambition artistique de ses moyens en fait. Il se dit juste ouais, on va faire un film un peu beubeux, un peu série B, voilà, qui se prend pas la tête quoi, voilà, enfin pas très intéressant. Voilà, il y a des scènes d'action qui servent vraiment pas à grand chose alors que justement si on avait accès sur le côté un petit peu épouvante, tout l'environnement était parfait pour mettre ça en place quoi. Je veux pas vous dire que vous avez passé un horrible moment, moi j'ai pris dans ce film ce qu'il y avait à prendre. Si vous voulez regarder des films dans les fonds sous-marins, je pense à Abyss, je pense à Sphère. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse. Numéro 9. Numéro 9, c'est le cas Richard Jewell. C'est ouf parce que chaque année Clint Eastwood il sort un film et vraiment une année sur deux,
c'est un chef-d'œuvre et une année sur deux, c'est une merde. Et si vous me suivez, vous savez que j'avais adoré La Mule, qui a un scénario extrêmement bien écrit pour le coup. Et ce qui différencie les bons films des mauvais films de Clint Eastwood, c'est le scénario. Le cas Richard Jewell fait partie de ces films de fin de vie de Clint Eastwood qui sont absolument imboufables et qui ont une espèce de vibe patriotique, américaine, mais dégueulassement nulle et guimauve et lourde de sens et de symbolique. Je pense à American Sniper, je pense à 14h37, là j'ai même pas regardé ce film tellement ça avait l'air chier. Clint Eastwood il a un gros délire les États-Unis, patriotique, mais t'as l'impression de regarder des vieux films de propagande des années 80, quand t'avais Coppola qui faisait Apocalypse Now, quand t'avais The Deer Hunter qui était fait par Michael Cimino, tous les films sur la guerre, Platoon, des films qui avaient un vrai truc à dire. Et ben à côté t'avais les Chuck Norris, t'avais les Rambo 3, Rambo 2, là, des films à chier, putain, genre ouais l'Amérique, putain, vraiment, c'est un beau pays, ok, faut pas le critiquer. Et c'est vraiment ça ce film quoi. Bon, je passe sur la réalisation qui est inintéressante, inexistante, et le film est creux et vide de cette réalisation là qui ne sert absolument à rien. Le cas Richard Jewell, ça s'intéresse à un monsieur qui a empêché un attentat à la bombe à Atlanta et qui a réussi à faire évacuer tout le monde. Le pitch du film, c'est que le FBI en fait pensait que c'était lui qui était coupable parce qu'il avait le profil du bouseux mal dans sa peau, isolé, qui cherche l'attention quoi, qui a rien fait d'incroyable dans sa vie. Et Clint Eastwood vous dit non, il faut pas critiquer nos héros américains, ok, cet homme est un héros. Et c'est exactement comme le film Sully aussi, ça me fait penser, voilà, enfin, il y a toute cette vibe de film de Clint Eastwood que je déteste, genre les icônes du patriote américain. Ça ne dit rien, c'est inintéressant, t'as vraiment l'impression d'être face à un film de propagande qui te dit l'Amérique d'abord, gloire à nos héros, enfin j'ai totalement oublié ce film, voilà, je m'en souviens pas. Tellement ça m'a pas marqué parce que c'était long quoi, voilà, on vous dit non c'est pas moi, ouais si c'est toi, non c'est pas moi, et à la fin, ok c'est pas lui, voilà, l'Amérique. Non franchement imbouffable, je peux pas regarder ça, moi je déteste quoi. Clint Eastwood fait des putains de films écrits par des bons scénaristes quoi, des trucs clés en main, voilà, la mule. Là ça fait des trucs stylés, là t'as des idées, de réalisation, là tu fais des trucs sympas putain. Le carré chargé ouais, oh c'est vraiment pas sympa d'avoir enquêté sur cet homme. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. C'était passionnant hein, putain ça valait le coup de se taper 1h30 de film. Nul. Numéro 8. En avant de Disney Pixar. Là-haut, en avant, à gauche, à droite, voilà quoi. Passons sur le titre du film. Je vais pas être méchant avec ce film parce que ça a quand même marché sur moi, voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Il n'empêche que le climax, la scène finale, ah j'avais les larmes aux yeux quoi. Ah j'ai cru que j'allais chialer. Ah ouais j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin, j'étais en mode, oh putain les bâtards. Oh là là. Ouais ok mais la scène finale, cette émotion qui est dégagée, j'ai envie de dire, n'a rien à voir avec le contexte du film, que je ne comprends pas en fait. Je pense que dans les studios, il y a dû avoir un imbroglio, ils ont dû avoir plusieurs scénarios, et ils se sont dit bon, on va pas faire ça, on va les mélanger, et on va créer une espèce de patchwork qui ne marche pas du tout. Onward, donc en avant, c'est l'histoire de deux frères, mais dans un monde fantastique, dans lequel il y a de la magie, il y a des licornes, enfin eux c'est des elfes, les personnages sont des elfes, il y a des manticores, il y a des trucs comme ça, sauf que c'est un monde de magie moderne, calqué sur notre modernité à nous. Donc il y a cette espèce d'univers que moi je trouve pas intéressant visuellement, voilà, je trouve que c'est pas beau, ça donne pas lieu à des belles images, ça donne pas lieu à des belles idées, et surtout c'est pas intéressant scénaristiquement. C'est un film qui se veut parler un peu d'une culture geek, à laquelle j'appartiens, voilà, très clairement, et qui pour le faire s'appuie sur le personnage du frère, qui est un espèce de gros geek qui joue à Donjons et Dragons dans sa camionnette, qui pousse des cris et qui pense faire de la magie alors que la magie n'existe plus. Je trouve que ça donne une image de ces gens, mais hyper cringe, hyper gênante. Du coup ça échoue à ce que ça veut faire, parce que tout le délire du film, c'est qu'il y a un des frères qui croit pas en la magie et l'autre frère va l'embrigader dans son aventure et va lui dire si regarde la magie c'est ça, la magie c'est l'aventure. Mais du coup il est juste gênant quoi. Tous les personnages fantastiques sont gênants, le gang de motardes fait, mais c'est pas beau, elles sont pas belles, elles sont pas bien designées, ça donne des scènes juste un peu ridicules. L'antre de la Manticore qui en fait est devenu un McDo, je sais pas ce que ça vous inspire mais c'est pas très intéressant, c'est pas très bien fait, tout est en demi-teinte, tout est raté, c'est pas un film qui a
du cœur comme peut l'avoir Soul. C'est pas un film qui a une idée de base qui est parfaitement définie, parfaitement ancrée et qui te dit voilà, on va te faire découvrir un univers comme dans Coco, comme dans... tous les films Pixar c'est de la bombe de toute façon, voilà. Mais ce film là n'est pas mauvais, je vous dis les séquences émotions ont marché, mais ce côté aventure, grand voyage de deux frères qui essaient de retrouver leur père qui est revenu du monde des morts. Ouais, non. Ouais, non, voilà, ben en avant, en arrière, j'ai envie de dire. Excusez-moi, il y avait de la buée sur... Je sais pas pourquoi il y avait de la buée. Il y avait de la buée sur mon objectif. Et du coup, tout était flou, voilà. Désolé. Ah, c'est les flop films, il se passe des trucs rigolos. Voilà. Non, mais c'était trop bizarre. J'ai pas compris. Il y avait de la buée, bref. Numéro 7, je vais repositionner à la caméra. Numéro 7, c'est Enragé. Je crois que le titre en anglais c'est Road Rage. C'est un film absolument exceptionnel. Avec la grande star Russell Crowe. Je suis totalement allé voir pour Russell Crowe, j'adore Russell Crowe. Et je me suis dit, waouh, le concept a l'air cool. C'est une femme sur l'autoroute, elle a passé une journée de merde. Elle double le mauvais gars au mauvais moment, parce que c'est un gros serial killer, il est complètement fou. Il se met à la traquer en voiture et il va se mettre à la défoncer. Je me dis, énorme clin d'œil, énorme hommage au film de Spielberg, Duel, où un homme se fait poursuivre en voiture par un camion noir qui cherche à le tuer. Et on ne sait même pas pourquoi. Et ben non. Alors, je sais pas ce que ce film a dommage, mais dommage. Là non, ouais, c'était pas bien, c'était de la merde. Mais en fait, si vous voulez, c'était tellement raté et over the top que ça en est devenu un petit peu formidable quand même. Il y a une partie de moi qui s'est mis à aimer ce film parce que c'est un nanar en fait. Bon, c'est pas bien filmé, c'est pas beau, voilà, ça joue pas très bien, mais c'est tellement crescendo dans le n'importe quoi. À un moment, elle se fait courser par ce mec en voiture, il crée un énorme carambolage et elle appelle la police. Elle appelle la police pour lui dire qu'il y a un taré qui la poursuit, qui crée des carambolages, et la police lui dit non madame, on est trop occupé à régler ce problème de carambolage. Les bandes de fils de pute, c'est lui qui l'a créé, oui mais on peut rien faire et tout. Mais le film ne cherche même pas à trouver d'excuses en fait à sa connerie quoi. C'est vraiment le scénariste s'est dit mais personne va y croire à ça. Ouais, et la suite, voilà, on n'a pas le temps de créer un truc un petit peu subtil. Voilà, catastrophique, ça cabotine dans tous les sens. Les scènes de bagnole sont même pas intéressantes, même pas bien filmées, il n'y a pas vraiment de tension. C'est too much quoi, c'est too much. Tu peux pas, en fait, tu peux pas y croire. Ça part d'un principe cool, mais c'est tellement ridicule que tu ne peux pas y croire. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce film, si ce n'est que il aurait dû se terminer plus vite. Attends, mais j'ai encore de la buée? C'est une blague? Il y a de la buée là, il y a de la fucking buée. Putain, mais bon. Il est totalement en train de péter un câble, mon appareil photo. Mon appareil photo est en train de péter un câble. Qu'est-ce qui se passe, putain? Merde. Bon bah écoutez, je ne sais pas, malheureusement, voilà, j'ai enlevé un peu la buée, mais je dois continuer à tourner parce que j'ai pas vraiment le temps. Bah tout part en couille dans ce flop, y a pas que des films qui sont là nuls à chier, ma caméra est en train de totalement péter un câble. Ok. Let's go. Je vous disais donc Project Power avec Jamie Foxx, c'est un film totalement inintéressant. Je l'avais regardé parce que la bande-annonce était très stylée, très colorée sur Netflix, très punchy. C'est l'histoire d'une drogue, quand tu la prends ça te donne des super pouvoirs l'espace d'un instant. Sauf que c'est tellement peu créatif et inintéressant dans ce que ça raconte. Peu créatif parce que les pouvoirs c'est genre oh c'est un mec... Il a le pouvoir du caméléon, il peut devenir invisible. Il a le pouvoir de la salamandre, il peut lancer des flammes. C'est que des pouvoirs vus, déjà revus, 36 fois, 36 000 fois, quoi. Inintéressant, du coup ça crée pas des scènes très passionnantes. Il y a des scènes hyper awkward, il y a une scène où la gamine elle rappe, enfin... Putain, c'était hyper gênant. C'est le genre de film qui se veulent cool, vous voyez, ouais, c'est un film cool pour les jeunes. Et c'est con parce qu'il y a des bons acteurs, comme il s'appelle... Putain, ça y est, j'ai oublié son nom. Genre Joseph Gordon-Levitt. Très chouette acteur, voilà, qui joue là-dedans, qui a un personnage... Enfin, le trio aurait pu être intéressant, mais juste leurs personnages sont pas intéressants, justement, pas bien écrits. Et il y a tout ce délire de Jamie Foxx qui a déjà eu un pouvoir, et en fait son pouvoir est tellement puissant qu'il faut pas qu'il le montre. Et donc on te fait monter la pression, tu vois, jusqu'à la fin, en mode, tu penses que son pouvoir c'est celui du lion, ou peut-être celui de la baleine, ou celui de l'éléphant, le pouvoir le plus fort qu'il puisse y avoir dans le monde entier. Et là, en fait, son pouvoir c'est celui... d'une petite crevette qui quand elle bat fort des nageoires, elle crée un jet d'une puissance et d'une chaleur de 1000 degrés qui fait tout fondre autour d'elle, voilà. Cette espèce de payoff à la fin qui te dit ouais en fait tu pensais que c'était un animal incroyable qui avait le pouvoir le plus fort, et ben non, même les plus petits des animaux ils ont des pouvoirs absolument incroyables, voilà.
Faut pas sous-estimer les crevettes, ok? Voilà, c'est ce que ce film m'a appris. On ne sous-estime pas les putains de crevettes. Bah sinon c'était 2 heures hyper chiantes, scène d'action pas très intéressante, utilisation des pouvoirs pas très intéressante, le final dans le bateau tellement long, ennui. Ce qui est quand même le dommage avec un film d'action de ce genre, que tu te dis je vais prendre un kiff total et ça va aller à donf et voilà je vais trouver ça énorme quoi. Ennui à mourir. Numéro 5, alors c'est génial parce que ce flop je l'avais déjà enregistré, j'ai eu des bugs, tout ça, j'ai préféré le refaire et du coup j'ai pu sortir mon top et j'ai pu voir les commentaires sur mon top et il y a quelqu'un qui me suit depuis longtemps, AV Oscar, hein, dis-moi si je me trompe mais il me semble que c'est bien ça, AV Oscar, qui me laisse toujours des commentaires super sympas. Et du coup il m'a dit bah voilà mon top et mon numéro 1 c'est Manque. Ah, je suis un peu deg que t'en aies pas parlé, mais bon, c'est pas grave, t'as parlé d'autres trucs comme ça et tout. Mais t'inquiète pas, mon pote, on va en parler, sauf qu'on va en parler dans mon flop. Mon numéro 4, c'est le dernier film de David Fincher, c'est Manque. Pourquoi je trouve ce film totalement raté? Enfin, je peux pas dire qu'il est raté, juste totalement inutile, totalement vide. Ce film ne m'a rien donné en fait, voilà. Ne m'a rien donné, je n'ai rien appris, voilà. Alors ça me fait chier parce que David Fincher c'est quelqu'un, je me suis toujours dit cet homme a une carrière parfaite. Vous connaissez Seven, Zodiac, Gone Girl, voilà, tous les films, il y en a plein d'autres, hein, mais tous les films de David Fincher je les trouve super chouettes. C'est vraiment son film, entre guillemets, son film d'auteur, mais qui ne raconte rien en fait. Et je suis le public cible parce que ça parle du scénariste qui a écrit Citizen Kane, ça parle du processus d'écriture du film Citizen Kane d'Orson Welles, qui est moi un de mes films préférés. Quand j'avais fait mon top 100, je crois qu'il était 101ème ou quelque chose comme ça, donc il était pas passé loin. Citizen Kane, vraiment j'adore, plus je le revois, plus j'adore ce film. Si vous n'avez pas vu Citizen Kane, c'est un des premiers très grands films d'auteur dans le monde. Je comprends, si tu me dis un jour Citizen Kane c'est mon film préféré, je dis ok, pas de soucis. Et donc ce film parle de ça, de ce processus d'écriture. Mais à aucun moment dans ce processus d'écriture et dans le scénario, je n'ai vu un début, une suite d'événements, une suite de péripéties qui mettraient à mal l'écriture de ce scénario, et une fin qui permettrait une belle conclusion sur justement l'écriture de ce scénario. Je n'ai pas vu ça. Quand le film s'est terminé, j'ai vraiment eu cette réaction-là de me dire c'est fini. Parce que pour moi, la scène de fin, la scène climax du banquet qui pour le coup est vraiment très chouette, vraiment bien écrite, vraiment bien mise en scène, vraiment prenante et tout ça, pour moi c'était le début de quelque chose d'intéressant. Pour moi c'était vraiment la scène d'intro de ça, je me dis ah ça y est, le film commence. Et boum, le film 2 minutes après est terminé et moi je suis comme un connard devant mon écran en train de me dire quoi? C'est fini? Mais c'est pas possible! Le film a commencé! Elle est où la deuxième moitié? Alors peut-être que je me suis foiré, il y a la deuxième moitié qui va sortir bientôt. Mais j'ai été eu! J'aurais payé pour voir ça au cinéma. Je me dis rendez-moi mon argent, j'ai une putain de moitié de film! Non! Et je suis le public cible parce que c'est un film qui parle des studios américains dans les années 30-40, qui parle de tous ces gens-là, voilà, les grands producteurs, Cecil B2000, les grands studios, tout ça je connais, la MGM, machin. J'ai fait des études de cinéma, je suis exactement le public cible de ce truc-là. C'est un film qui te fait du name dropping, mais toutes les 3 minutes, et je connais tout le monde. Dès qu'il y a un acteur qui est cité, dès qu'il y a un producteur qui est cité, je le connais. Mais ça n'a aucun intérêt. Aucun. Rien. Juste à des moments, ils croisent, tel producteur qui est un petit peu méchant, et on le revoit 2 scènes plus tard dans une scène de Nouvel An. Ils disent ouais, on va pas produire votre film, si on va le produire. Non, peut-être que je me suis endormi pendant le film, ce qui m'a fait rater l'intégralité de ce qui était intéressant. Mais c'est une suite de scènes qui n'apportent rien. Il y a sans arrêt des nouveaux personnages, Charles Dance, sa fille ou sa femme, je sais plus, la blonde là qui est jouée par Amanda Seyfried, qui ne m'apportent rien. Le personnage est tout un délire sur le fait qu'il ait la jambe cassée, qu'il soit alité pour écrire son truc. Ça n'a aucun intérêt sur l'intrigue. Il y a tout un délire avec la femme qui s'occupe de lui, son infirmière personnelle, qui découvre que son compagnon est peut-être mort pendant la guerre. Ça n'apporte rien. Si ce n'est que Manque est peut-être un personnage un peu trop incisif. Ah! Expliquez-moi ce que raconte ce film. Expliquez-moi ce que raconte ce film, à part un scénariste un peu incisif qui se retrouve face à ses contradictions. C'est pas intéressant, putain. Dans le même genre ils avaient fait Dalton Trumbo, le film avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad là, voilà, sur
sur un scénariste qui doit écrire pendant la chasse aux sorcières. Et là, c'était passionnant. C'était passionnant parce que le film te racontait quelque chose, quoi. Manque le noir et blanc, mais ne sert à que dalle. La photographie dans ce film, à part pour faire un effet un peu vieillot, regardez, c'est des studios de cinéma, bah, la photographie, c'est la pire que j'ai vue dans un film de David Fincher. C'est un noir et blanc chum, inutile, qui ne raconte rien. Voilà. C'était un côté un peu, oh, c'est rétro, c'est vieillot, c'est en noir et blanc. Ah, franchement, avec Oscar, explique-moi. Tu as roue libre total pour m'écrire un pavé pourquoi ce film est un chef-d'œuvre et pourquoi c'était ton numéro 1. Parce que vraiment, vraiment le vide. Intersidéral. Ils auraient dû l'appeler intersidéral. Voilà. Vide intersidéral. Merci David Fincher. Bon. Ensuite, nous passons, ne nous attardons pas plus sur Manque, nous en passons au numéro 4. Oh, ça va criser dans les foyers là, oh là là, oh putain, ça va se vénère. Adieu les cons de Dupontel. Ouais, mais Dupontel, c'est un génie. Oui, Dupontel, Albert Dupontel, moi je trouve que c'est un génie. Je suis le premier à l'encenser, je trouve que c'est une des plus grandes bouffées d'air frais dans le cinéma français. Je trouve que c'est un grand monsieur, très bon acteur, qui a une créativité débordante, mais là je trouve que c'est un échec total. Je trouve que ce film se casse la gueule, mais du plus bel effet. Pourquoi? Bah parce que c'est un film drôle et que j'ai pas ri. Après peut-être que j'ai pas d'humour, mais je me permets quand même de dire que ça se barrait pas beaucoup non plus dans la salle. Le film ne m'a pas ému, le film ne m'a pas fait sourire même de base, et surtout le film est un espèce d'imbroglio comme en avant. Le patchwork de milliers d'idées artistiques à la seconde, mais qui n'arrive pas à créer un tout cohérent. Je m'explique. Le film a déjà une direction artistique un petit peu bizarre au niveau des lumières, au niveau de... Ça change tout le temps en fait, c'est un film qui n'arrête pas d'évoluer. Moi je trouve qu'Albert Dupontel il a fait des grands films. Si vous regardez mes tops et mes flops, bah, si vous vous rappelez, mais Au revoir là-haut, ça avait fini très haut dans mon classement d'une année. Très haut. Donc je trouve que c'est un grand réalisateur. Mais là si vous voulez, c'est pas un film déjà qui a une cohésion dans sa réalisation. Ça aurait pu créer l'effet, regarde j'ai 10 000 idées à la seconde, c'est un film hyper créatif et tout ça, mais ça fait juste un film bancal, très bizarre à regarder, qui n'arrête pas de changer d'idées, de réalisation et d'idées d'ambiance. C'est tout con, mais à un moment il y a une course-poursuite qui est filmée tout à fait classique et d'un coup ils sont en train de descendre ou de monter un escalier en colimaçon et t'as un plan hyper complexe où la caméra tourne autour de l'escalier, où je pense que c'est l'escalier qui tourne et la caméra qui est fixe pour créer un effet un petit peu artistique, mais juste ça n'a aucun intérêt en fait. Ça ne te dit rien ce qui est en train de se passer. Pire que ça en fait, c'est tellement visuellement bizarre ce plan de l'escalier bah, que ça te sort du truc parce que d'un coup tu te dis attends mais pourquoi c'est filmé comme ça, pourquoi d'un coup il y a ça, donc ça te sort dans l'intrigue, tu n'arrives plus à être plongé dans l'intrigue en fait. Les blagues sont à base de un mec aveugle qui se prend des murs quoi. Ah il s'est pris un mur, il est aveugle, il s'est pris un mur, il s'est fait mal. Vraiment je m'attendais à chaque seconde à ce que cet homme glisse sur une peau de banane et que la salle finisse en larmes de rire. Non mais vraiment c'est pas drôle, c'est pas drôle. Le seul truc je trouve qui marche c'est la critique un peu sociale où le mec il essaie de se suicider et en fait il met un coup de fusil sans faire exprès dans son collègue, voilà. Je me souviens si quand même avoir ri, je me souviens le flic m'a fait rire, mais je sais plus pourquoi. J'ai oublié les blagues du flic, mais je sais plus pourquoi ça me faisait rire. Peut-être parce que c'était absurdement con, il y avait un truc un peu comme ça. Mais oui, voilà, ça m'a fait rire. Donc la réalisation est chelou, et je vous ai donné qu'un exemple, et vraiment ça va dans tous les sens. Le scénario est pas très bien ficelé, l'idée de base est un petit peu pas très intéressante. C'est ce mec qui s'occupe de la sécurité informatique qui va devoir aider cette femme qui cherche à retrouver son enfant. Bah c'est deux univers qui vont pas trop ensemble en fait, et je vois bien ce qu'on essaie de dire, ah ouais, la société elle a été cruelle envers nous, mais juste ces deux trucs qui ne se marient pas très bien pour parler de ce sujet là en fait. Et les séquences émotions à la fin ne marchent pas à la scène finale, mais oh là là, c'était... mais ridicule. C'est vraiment sur le parking là, ils se font braquer par les flics, il y a aucune menace, hein, vraiment aucune menace, et les flics sont là, bouge pas, je vais te flaguer, putain! Fais pas le con, arrête! Pose ce que t'as, là! Et ils ont rien dans la main, évidemment, et ils s'avancent tous les deux dans la lumière, et ils disent, putain, voilà, on en a marre de cette vie, ouais, la vie, elle était dégueulasse avec nous, et ben on baise la vie! Et ils se donnent la main, et ils regardent la caméra, ils font, adieu les cons, ouais! Et ils braquent leur flingue sur les flics, et bam, 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 bam! Les noirs, ils se font tuer, non! Si, ah putain, c'est cringe, c'est hyper gênant, c'était hyper gênant, non.
J'adore Virginie Efira en plus. J'adore cette actrice, je trouve que c'est vraiment une actrice. Ah ouais, je baille, je me souviens de film, ça m'emmerde. J'ai un sursaut de... Ah c'est vrai, je m'étais bien fait chier devant ce film quand même. Mais Virginie Efira top, enfin, les acteurs sont top, sont de très bons acteurs, mais ça a vraiment une patte film français, film humoristique français avec plein de bons sentiments et de belles valeurs et des blagues quoi, ouais. Ah, quand c'est un homme aveugle qui conduit une voiture, mais des torrents de rire qui se déversaient de ma bouche, c'était absolument incroyable. C'était pas drôle, c'était pas bien, c'était adieu les cons. Numéro... Oh putain, non, numéro 3. J'ai pas envie de parler de ça, j'avais oublié que j'avais mis ça dans mon flop. J'ai pas envie de parler de ce film. Hold Up. Mon collègue va se demander pourquoi je pousse des cris d'animaux. Hold Up. Si vous voulez, c'est pas tant le film en lui-même qui m'a saoulé, parce que c'est une merde quoi, voilà, je vais vous dire, bon, je vais vous en parler évidemment, je vais vous en parler, on va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi ce film est pas bien, pourquoi c'est n'importe quoi, mais c'est pas tant ça qui m'a saoulé, qui me fait le mettre si haut, parce que vraiment, moi, quand je l'ai regardé, je me suis dit, bah, évidemment, c'est une énorme bullshitterie totale, c'est un ramassis de conneries et d'interviews de professeur Foldingo. Bon, le film a été débunké, voilà, dans tous les sens, il s'est fait tabasser vraiment au sol, de tous les côtés, voilà, bon bref. Mais en fait, ce qui m'a vraiment presque fait de la peine, en fait, c'est la réaction des gens et le nombre de personnes qui se sont mis à valider les théories qui étaient instillées dans ce film, à en reprendre les thèses, à les défendre sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus aucun recul sur ce qu'ils regardent, en fait. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis dit, mais les gens prennent... J'en parlais aussi dans le top, en parlant de mon film préféré, les gens prennent l'information qu'on leur donne de manière brute, sans aucune critique, sans aucun recul. Pour ces gens-là, l'image valide la réalité. Et c'est terrifiant en fait Ça me rappelle quand Kubrick faisait un faux documentaire faire croire que l'homme n'avait jamais marché sur la lune, mais on est sur ce genre de délire là quoi. Et c'était génial parce que ça vous montrait justement que tu peux être manipulé, on peut te faire croire à plein de choses. La réaction des gens est absolument terrifiante quoi. Et c'est ça qui est ouf parce que je me dis, tout le monde a accès à une caméra, tout le monde a un téléphone, tout le monde a Instagram. Vous avez eu ce truc là de se dire qu'il allait y avoir une conscience de l'image qui allait se développer avec ça. Ben évidemment c'est tout le contraire qui s'est produit et c'est hyper dangereux et c'est hyper nocif quoi, parce que les gens ne savent plus critiquer ce qu'ils voient et surtout ils ne savent pas critiquer la manière dont ça leur est montré. Quelque part j'ai envie de vous dire que le film dans ce qu'il voulait faire a été bien foutu parce que ça commence sur des thèses et des débats qui sont un petit peu sensés, j'ai envie de dire intéressants. La première heure, par exemple, ça va parler des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les grands laboratoires pharmaceutiques qui ont pour but de faire du profit, ce qui est assez un peu incompatible avec le domaine de la santé, on va pas se mentir. Et donc ils disent oui, peut-être qu'ils ont essayé de mettre l'hydroxychloroquine de côté parce que ce qui les intéressait c'est de faire des vaccins à la chaîne pour pouvoir vendre leurs vaccins. On pense ce qu'on veut l'hydroxychloroquine, même si voilà, je vais pas rentrer dans ce débat là, mais voilà, il y a quand même ce petit débat que je disais pourquoi tout le monde crache sur ce film, c'est pas totalement inintéressant. Mais après, ça part dans un délire. Mais qui peut avoir fait ce film et se regarder dans la glace en disant ouais, là j'ai soulevé vraiment des informations intéressantes, des trucs cachés. Ils interviewent des gens, mais qui sont des gens mais lunaires quoi, lunaires. À un moment il y a une interview d'un agent secret qui dit ouais, il y a 3 souches de Covid en Europe, la France est au courant et c'est l'Institut Pasteur qui a instigé ça, qu'ils ont fait exprès de répandre le vaccin à Wuhan. Et en fait c'est Bill Gates qui fait ça pour ensuite avec la 5G pouvoir nous injecter des puces et nous contrôler avec ça. Mais au secours! Au secours! On est où là? On est où les babouins? C'est la foire au Foldingo! Vous pouvez pas être si gogolito dans votre tête. On vous agite un gros chiffon rouge là devant votre gueule, vous êtes là, ah ouais, ah ouais, bah ouais. Non, puis après, séquence émotion, la dame qui pleure, oh, mais il faut empêcher ça, on peut pas se laisser faire comme ça et tout. Tous les gens qui ont été interviewés dans ce truc, soit ils ont dit que leur citation a été tronquée, sortie de leur contexte, ou alors vraiment, vous pouvez les retrouver sur YouTube, c'est des gens qui croient que la Terre est plate, ou que la Lune n'existe pas, ou alors que c'est un complot pédosatanique, on en est là. C'est ces gens-là qui sont interviewés en fait. Mais ça se voit, tu peux avoir l'instinct quand même de te dire, ça se voit sur sa gueule que cette personne est complètement zinzin, et que ça se voit. Le mec qui te sort des documents, alors là on voit très clairement comment le virus a été créé par les scientifiques de Wuhan. Et je comprends que vous soyez opposé au gouvernement, je comprends que vous soyez opposé à la gestion de cette crise. Croyez-moi, je suis pas du tout, clairement pas un des premiers soutiens
un des premiers soutiens de ce gouvernement, clairement pas, voilà. Mais c'est parce que vous êtes en désaccord avec une politique que cette politique essaie de vous contrôler grâce à la 5G. Enfin vraiment au début on te dit ah non le vaccin il est là pour contrôler le monde, il est là pour tuer tous les pauvres. Ah ben non en fait il est pas assez virulent, en fait il est pas là pour tuer, il est là pour qu'on vous fasse un vaccin. Ah bah du coup c'est plus le virus le problème, c'est le vaccin. Et non c'est pas le vaccin en fait, parce que le vaccin c'est juste là pour transmettre la 5G, pour transmettre les nanoparticules. On essaie de vous contrôler tout ça, voilà. Non putain la connerie des gens, c'est fou quoi. 2h49 ce film quand même, ce documentaire. J'ai tout regardé hein. J'ai été patient. Bref, passons au numéro 2. Donc Hold Up était sur le podium hein, quand même, voilà. C'était quand même assez incroyablissime. Le numéro 2, oh et bien on est sur un truc qui se répète un peu par rapport aux autres années. Mon numéro 2, c'est Mulan. Mulan de Disney. Oh bah tiens, encore un film en live action totalement nazissime, totalement nul à chier, et qui te montre exactement l'opposé de ce qu'était le film de base. Je suis outré de voir à quel point ce film est l'antithèse de ce qu'était ce superbe dessin animé qui était Mulan. Moi je me souviens, Mulan je l'avais vu au cinéma. Je me souviens des scènes incroyables avec les Huns qui descendent la montagne, et je me souviens de ce personnage quoi qui te montre que dans un monde extrêmement masculin, voilà, c'est un personnage battant qui s'arrache et qui va carrément sauver un royaume contre les envahisseurs, et malgré sa propre population qui essaie de la ranger dans une case quoi, voilà. Voilà, c'est un film qui te parle d'émancipation, c'est un film qui te parle de féminisme, c'est un film qui te parle, voilà. Mulan, alors... Déjà le film, je vais revenir parce que tout est horrible dans ce film, vous allez voir, il n'y a vraiment rien qui va. Mais prenons ce sujet de base là. Dans Mulan, le film, pas le film d'animation, le film, dans Mulan, le film, Mulan, c'est pas par son abnégation, sa ténacité et sa force de caractère qu'elle allait faire les choses, non, c'est parce qu'elle a le ki, je sais plus, on va dire le ki, je crois que c'est le ki. Qu'est-ce que c'est le ki? Et ben le ki c'est un espèce de super pouvoir de merde qui touche un enfant sur 1000, genre c'est un peu l'esprit quoi, c'est genre t'as le ki et du coup t'es trop fort, mais ça n'a aucun intérêt de me dire que ce personnage là est fort parce que le destin a choisi que c'était un être particulier, mais c'est l'exact opposé de ce qu'est Mulan. Mulan c'est une jeune nana qu'on essaie de marier de force, elle en a pas envie et du coup elle s'arrache, par son intelligence elle arrive à se démarquer, pas parce que c'est championne je sais pas quoi. Dans le prochain Marvel, dans les prochains Avengers, il y a Mulan qui a le ki. Oh, le pouvoir de ki. Non mais incroyable. On se fout de la gueule de qui là? Insupportable. Insupportable. Juste ça c'est foiré, tu vois. Juste. Mais putain les gars, vous avez un film. Comment à chaque fois ils peuvent se foirer à ce point quoi? Tu as le scénario décrit, tu marques. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important? Ok. Un personnage lambda qui montre que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ok, il y avait ça, il y avait une phrase à respecter putain. Une seule phrase à respecter. Une seule. Nul. Du coup c'est totalement inintéressant. Ça commence, Mulan elle fait des saltos là sur les toits, elle vole, les gamines elles volent au-dessus des toits là. Putain, scène dégueulasse d'ailleurs, filmée avec le cul, filmée avec 5 caméras, elle saute d'un toit à l'autre, il y a 5 coupes sous 5 angles différents, c'est moche, c'est regardable, ça brise les règles des 180 degrés, les effets sont dégueux, mais la réalisation mais est tellement dégueulasse, toutes les scènes iconiques sont gâchées, la scène avec les 1 qui chargent, c'était une grande pente enneigée, et là c'est juste une espèce de vieille colline nulle, on retrouve rien de ce qui faisait la magie, il n'y a même pas Mouchou, il y a une espèce de phénix là, ah je suis les phénix de ta famille, il est où Mouchou, bande de fils de pute, voilà. Il est où le dragon là? Putain. Même moi qui m'en foutais de ce personnage, je suis saoulé quoi. Ah là un cheval noir, ah ça là un cheval noir. Pitoyable, pitoyable. La scène iconique I will make a man out of you. On est d'accord, c'est un des climax de Mulan. Voilà, c'est un des climax de Mulan. Et ben dans ce climax, dans cette chanson, rappelez-vous, il faut qu'ils escaladent un poteau à l'aide de poids accrochés au bras. Mulan évidemment qui a un corps extrêmement fragile, elle lâche rien, elle s'entraîne, elle n'y arrive pas, et au bout d'un moment, elle se sert avec intelligence de ses poids pour réussir à grimper au poteau, voilà. Et vous croyez qu'on allait retrouver un truc comme ça qui montrait l'intelligence du personnage, son abnégation et sa ténacité? Que nenni les amis, non. Je vous l'ai dit, Mulan elle a le ki. Et donc là en fait dans une scène où en fait ils doivent porter des seaux d'eau en haut de la montagne, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben Mulan avec le ki, et ben elle les porte, elle y arrive, voilà. Alors que les autres sont moins forts qu'elle. Et il reste en bas de la montagne. Qu'est-ce que je vais vous dire quand le film n'a pas compris ce qu'était son scénario d'origine? Puis excusez-moi, ça se voit sur sa gueule
que c'est une fille. Dans le dessin animé, les traits font qu'on peut se dire que c'est un garçon. Mais là, mais t'as envie de tous les tabasser dans le camp des militaires. C'est une fille, ça se voit sur sa gueule. C'est une fille, réveillez-vous. Elle est mimi, elle est belle, elle est petite très fin. Ils ont pris une jolie actrice, ok. Mais du coup, bah, je suis désolé, elle a beau avoir les cheveux en arrière, c'est une fille. Puis elle a une voix comme ça, toute douce. Elle a pas du tout une voix de garçon. Réveillez-vous, putain, réveillez-vous, sortez-vous du cul, vous avez été infiltré. En parlant de ce film, j'étais contre Mulan. Je voulais qu'il la trouve et qu'il la tue pour que le film s'arrête. Ah, ça aurait été une belle fin, ça aurait été plus cool que cette merde qu'on m'a forcé de regarder. Putain, alors la chanson de fin par Christina Aguilera, c'est ce qui m'a achevé, quoi. Voilà, j'ai foutu la tête dans la boue et on m'a mis un grand coup. Elle est pas belle, elle est ridicule. Horrible. Horrible. Mais rassurez-vous les amis, car il y a pire cette année. Oui, car Disney a réussi à faire encore pire que Mulan. Pire que ça, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai regardé ce film, c'est Artemis Fowl. Est-ce que vous avez vu ce film? Non mais est-ce que vous avez vu ce film? Moi j'ai regardé parce que c'est adapté d'un livre et je me suis dit bon, si le livre de base a marché, il y a peut-être un truc un peu intéressant, voilà. Moi je peux être client de ce genre de truc, ça me fait penser à Mortal Engine, ça me fait penser à La Croisée des Mondes. Voilà, ok, je peux être client. Et c'était un des premiers films à sortir seulement sur Disney+. Donc ça avait ça d'intéressant aussi. Et le pitch m'intéressait parce que Artemis Fowl, c'est un criminal mastermind, c'est un génie criminel. Voilà. C'est vendu comme ça. Donc c'est un gamin, il a 10 ans, on te dit c'est un génie criminel. C'est un génie criminel. D'accord. Parce qu'à part avoir sauvé le monde, je vois pas trop ce qu'il a fait de criminel pendant ce film en fait. Voilà. Ah si, ouais. Non, il a mis des costards avec des lunettes noires. Ouais. Ah, oh là là. Putain, on est sur du grand banditisme là. Voilà. Ah, à un moment il fait du surf alors qu'il y a le drapeau jaune qui te dit attention, danger, c'est pas très bien de surfer. Voilà. Non mais c'est ça. Non mais le film se fout de ta gueule et très clairement on te dit au début je m'appelle Artemis Fowl, je suis un grand génie criminel. Tu le vois sauver le monde et à la fin ce petit bâtard regarde la caméra et te dit Artemis Fowl, génie criminel. Change. T'es qui là, putain? Ah chier, bordel. Il faut le voir mal jouer ce petit connard. Mais qu'est-ce qu'il joue mal, l'acteur? Oh putain. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une expérience d'acting si catastrophique. Mais c'est pas le seul, hein. C'est la foire aux gens qui jouent mal. Enfin, c'est cringe. J'ai dit beaucoup de fois cringe, hein, mais vraiment. Vous pouvez vous mater ce film pour voir à quel point c'est possible de mal jouer quand on est un jeune adolescent. Quand on est un adulte aussi. Il y a ce personnage, mais dégueulasse, qui écarte sa bouche. C'est une espèce de taupe et ça lui permet de creuser dans le sol. Et en fait, quand il creuse dans le sol, et ben il proute de la terre. La terre lui ressort par le cul. Et la caméra filme cet instant-là et t'as vraiment la terre qui te part dans le visage, quoi. Non mais déjà je passe un mauvais moment, c'est pas non plus la peine de me chier littéralement la gueule, quoi. Ce film m'a prouté à la gueule. Ce film m'a dit je suis une merde. Ah, c'était drôle, hein. Mon personnage il t'a chié dans le visage. Bah non. Expérience assez désagréable, je dois avouer. Tout est raté dans ce film. Quand le climax du film se lance, je réalise, je me dis ah mais c'est ça le climax. Ça va vraiment se passer dans ce manoir minable avec ces personnages inintéressants, ces enjeux absolument abscons. J'ai envie de me suicider en fait, très clairement. Vais-je vraiment aller jusqu'à la fin de ce film? Les scènes d'action sont bidons, les personnages dégueulasses, son garde du corps, c'est un espèce de grand black blond aux yeux bleus. Son design est horrible et surtout il n'a aucune personnalisation. Et t'as vraiment cet instant pitoyable où il meurt et tout le monde pleure et toi t'es là mais je ne connais pas cette personne, je n'y suis pas attaché. Il ne m'a absolument rien apporté dans l'intrigue, aussi bien scénaristiquement qu'humainement. Pourquoi je devrais être touché par la mort de ce personnage là? Et en fait il est pas mort parce qu'il y a le pouvoir de l'amitié des fées qui fait que je sais pas quoi. Petit massage cardiaque à coup de poudre de fée et voilà le gars est reparti pour un tour. Horrible. Il y a Colin Farrell qui joue là-dedans. Il y a Judi Dench qui joue là-dedans. Et ce film, il faut quand même que je le dise, le responsable de ce film n'est autre que Kenneth Branagh qui a fait des grands films shakespeariens quand il était en Angleterre. Kenneth Branagh qui joue dans Tenet, qui joue comme une merde d'ailleurs. Et quand il est arrivé en Amérique, il a fait Thor, enfin des films merveilleux comme ça quoi. Il a fait les films Hercule Poirot. Bon pour le coup j'aime bien mais je suis pas objectif, c'est Hercule Poirot. Donc c'est cet homme qui a réalisé ce film quoi. Qui est le plus gros étron puant. Un des pires films Disney que j'ai vu de ma vie, quoi. Tout est raté. La réalisation c'est moche, les lumières c'est moche, ça joue mal, l'histoire est nulle, on te pète à la gueule. Et on se fout de ta gueule en disant je suis un génie criminel. Donc t'as résolu 3 énigmes,
quelque part, je l'avais trouvé tellement à chier que je l'avais carrément oublié. Et c'est en cherchant les pires films de l'année, je suis retombé dessus, j'ai dit mais putain, c'est vrai que ce film existe. Ce film existe, Artemis Fowl quoi. Il y a des centaures, ils sont dégueulasses. Le pays des fées est moche, les costumes sont moches. C'était une merde sans nom, n'infligez pas ça à vos enfants. C'était Artemis Fowl. Artemis Fowl. Voilà les amis, c'était mon flop film de cette année 2020. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert des trucs rigolos. C'est la mort dans l'âme, après m'être rappelé toutes ces horreurs, que je vous dis à l'année prochaine pour le top et le flop film de l'année 2021. Oui, à plus.